Je suis restée sans voix lorsque j'ai soudain reçu un appel de mon mari alors que j'étais en voyage d'affaires à l'étranger. Sa voix était empreinte d'un sentiment d'urgence. Puis il a répété à plusieurs reprises, « Ne reviens pas au pays tant que je ne t'ai pas contacté. » Avant de raccrocher brusquement le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu beau réfléchir, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ce message inquiétant m'a fait sombrer dans l'angoisse et la peur. J'ai essayé de le rappeler pour obtenir une explication plus précise, mais je n'ai pas réussi à le joindre. J'étais loin de me douter à ce moment-là du genre de situation qui se préparait. Je m'appelle Nancy, j'ai 35 ans. Je travaillais comme technicienne chez un grand fabricant. Il y a 5 ans, j'ai épousé mon mari Jason, qui travaillait dans la vente pour une société commerciale. Depuis, nous vivons ensemble. Même si nous étions souvent occupés et que nos chemins se croisaient peu, le temps passé avec lui dans la maison que nous avons construite lors de notre mariage était ce qu'il y avait de plus important pour moi. Je pensais souvent au plaisir que nous aurions à vivre dans cette maison lorsque nous aurions des enfants. J'y rêvais aussi d'agrandir un jour notre maison pour que nos parents viennent vivre avec nous. Mes beaux-parents habitent loin, et comme nous ne pouvions pas leur rendre visite souvent, c'était une préoccupation constante pour moi. D'un autre côté, mes parents vivent à proximité et viennent parfois nous aider dans les tâches ménagères, sachant que nous sommes très occupés. J'étais toujours reconnaissante à Jason d'accepter leur aide sans se plaindre. Cependant, mon mari avait ses défauts. Il disait que les relations professionnelles et les loisirs coûtaient de l'argent. Et il dépensait tout son salaire pour lui-même. Malgré mes avertissements répétés, il n'arrivait pas à se débarrasser de ses habitudes de célibataire. Nous gérions nos dépenses avec mon salaire. Mais comme j'épargnais aussi pour l'avenir, l'argent que je pouvais dépenser librement était très limité. Un jour, mon mari m'a soudain demandé de payer $20 000. Qu'est-ce que cela signifie? Une grosse somme d'argent, pour quoi faire? Je me suis portée garante pour un ami. Il m'a dit, mais maintenant, je ne peux plus le contacter, alors je dois payer. J'ai été choquée qu'il se soit porté garant à mon insu et j'ai pâli devant le montant de $20 000. Mais mon mari ne s'est pas laissé décontenancer. Il m'a alors montré un livret de banque et m'a dit, nous pouvons l'utiliser pour payer. Je me suis figée en voyant le livret de banque. C'était mon compte sur lequel j'avais épargné petit à petit chaque mois ou lorsque nous avons eu des enfants. Attendez, vous ne pouvez pas l'utiliser. J'ai travaillé si dur pour l'économiser. Pourquoi? Ça ne sert à rien de garder de l'argent que tu n'utiliseras pas. Tu ne peux plus avoir d'enfants de toute façon, alors c'est de l'argent gaspillé. C'est terrible. Ses paroles cruelles et son rire moqueur m'ont anéanti. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler et j'étais incapable de dire quoi que ce soit de plus. Je souffrais tellement de voir mes efforts et mes espoirs pour l'avenir réduits à néant. Jason ne s'est pas soucié de mes larmes. Il est entré dans son bureau et m'a ignoré pendant le reste de la nuit, ne sortant que le lendemain matin, malgré mes tentatives pour lui parler à travers la porte. Le lendemain matin, après une nuit blanche, j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser mon mari agir à sa guise. Je devais m'assurer qu'il n'utiliserait pas ses économies. Après le départ de Jason pour le travail, je suis donc allée dans son bureau pour chercher le livret de banque et la carte. Mais j'ai eu beau fouiller la pièce, je ne les ai trouvés nulle part. Paniquée à l'idée d'arriver trop tard, j'ai appelé mon mari, mais il n'a pas répondu. Finalement, j'ai reçu un message de lui disant: je suis en voyage d'affaires et je ne serai pas de retour avant quelques jours. 3 jours plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé le livret de banque et la carte négligemment laissée sur la table du salon. Avec un sentiment d'effroi, j'ai rapidement vérifié le livret bancaire et j'ai vu que tout l'argent que j'avais épargné avait été retiré. Comment avait-il pu me faire ça? J'avais le cœur brisé, j'étais furieuse et je n'arrêtais pas de pleurer. Bien que je me sois inquiétée de ces dépenses extravagantes, je les avais tolérées parce que nous arrivions à nous en sortir. Mais à ce moment-là, ma patience a atteint ses limites. Cependant, alors que je pensais que nous devions avoir une bonne discussion, on m'a confié un voyage d'affaires à l'étranger. On m'a confié un projet important, d'une durée d'au moins 1 mois,
voire de 3 mois. En plus de mon travail habituel, mes jours de congé étaient souvent consacrés à la préparation du voyage. Pendant ce temps, mon mari semblait m'éviter délibérément, et il y avait de nombreux jours où nous ne nous voyions pas à la maison. Finalement, sans avoir eu l'occasion d'en parler avec lui, je suis partie pour mon affectation à l'étranger. 1 mois et demi plus tard, j'ai eu le plaisir de constater que le travail avançait bien et que je pouvais rentrer plus tôt que prévu. Pendant mon séjour à l'étranger, mon mari était souvent injoignable par téléphone et notre communication se limitait à des messages. Malgré ma frustration persistante à son égard, la pression du travail et la méconnaissance de la vie à l'étranger m'ont rendue anxieuse et solitaire. Lorsque je lui ai envoyé un courriel au sujet de la date de mon retour, il m'a immédiatement rappelé, ce qui n'est pas habituel. Et ne reviens pas tout de suite. Ou tu vas mourir, m'a-t-il dit avec insistance. J'ai été momentanément stupéfaite par son emportement soudain. Ce qu'il m'a dit ensuite était incroyablement choquant. En fait, j'étais partie en voyage d'affaires pendant 2 jours, et quand je suis rentrée, la maison avait été saccagée. Quelqu'un s'était apparemment introduit par une fenêtre brisée. Nous avons été cambriolés. Non, rien de précieux n'a été volé, mais votre chambre était dans le pire état. Ils ont dit qu'il s'agissait peut-être d'un crime motivé par la vengeance. Comme le coupable n'avait pas encore été arrêté et qu'il y avait un danger à rentrer chez soi, mon mari a insisté, ne revenez pas maintenant. Ne revenez pas maintenant. Voyant à quel point il semblait sérieux, j'ai été envahie par l'anxiété et la peur, et j'ai immédiatement annulé mon vol de retour. Sans le savoir, j'ai peut-être fait quelque chose qui a suscité le ressentiment de quelqu'un. Seule dans ma chambre d'hôtel, je n'avais que des pensées négatives. Désireuse d'en savoir plus sur la situation, j'ai appelé mon mari à plusieurs reprises, mais je n'arrivais pas à le joindre. Cependant, lorsque j'ai finalement réussi à le joindre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Lorsque j'ai essayé de lui poser des questions sur le saccage de la maison, il n'a parlé que de son travail et de ses amis, évitant complètement le sujet. Pourtant, lorsque j'ai demandé si je pouvais rentrer à la maison, il a été catégorique, absolument pas. L'enquête de police progresse-t-elle? Combien de temps dois-je rester ici? Je suis inquiet d'être seul. Nous n'avons pas encore d'informations détaillées. Et ne bougez pas jusqu'à ce que je vous dise que c'est bon, d'accord? Ces réponses vagues m'ont fait me demander s'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas me dire. Peut-être savait-il déjà qui était l'auteur du crime et essayait-il de me protéger du choc. Et ne disposant que de peu d'informations, j'étais rongée par l'inquiétude. Plus tard dans la nuit, j'ai été encore plus troublée par un courriel de ma mère. Elle m'a dit que mon mari lui avait dit que mon travail ne se passait pas bien et qu'il n'y avait pas de date de retour précise. Je ne comprenais pas pourquoi il avait menti de la sorte, mais j'ai poursuivi la conversation avec ma mère, ne voulant pas l'inquiéter. Pourtant, attendre des nouvelles alors que j'étais à l'étranger, sans savoir ce qui se passait, était un véritable supplice. J'ai décidé de voir par moi-même ce qui se passait. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai décidé de rentrer en Amérique sans en parler à mon mari. Le lendemain, je suis retournée secrètement en Amérique et je suis rentrée directement chez moi. J'accepterai tout ce qui arrivera. Tout ira bien. Je me suis rassurée en descendant du taxi devant la maison et j'ai été choquée de constater qu'elle était à vendre. Contrairement à ce que m'avait dit mon mari, la maison n'avait pas été saccagée et les fenêtres n'avaient pas été brisées. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai pénétré prudemment à l'intérieur, pour constater que l'endroit était complètement vide. Les meubles que nous avions choisis ensemble, mes vêtements et mes livres avaient disparu. Je m'étais préparé mentalement à un danger à mon retour, mais la réalité qui m'accueillit dépassa tout ce que j'avais imaginé. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais trouver Jason. Comme j'étais revenu sans le lui dire, je ne pouvais pas lui demander directement où il se trouvait. Et même si je le faisais, je ne pouvais pas être sûr qu'il me dirait la vérité. J'ai donc décidé d'utiliser les services de localisation de mon téléphone pour savoir où il se trouvait. 2 heures plus tard, je me suis retrouvée dans une ville ornée de néons étincelants. Je faisais le guet devant un certain club lorsque mon mari, en état d'ébriété, en est sorti en titubant,
soutenu par une employée. Et la maison va probablement se vendre à un bon prix, et comme ma femme, qui pleure, ne reviendra pas avant un certain temps, je suis libre de m'amuser comme un fou. Manifestement sous l'influence de l'alcool, il n'a pas retenu son comportement bruyant et joyeux. Et la femme qui lui tendait les bras lui a demandé, « Vous n'allez pas quitter votre femme ?» Ah ah. Il s'est contenté de rire grossièrement. Cette femme est ma vache à lait. Je ne la laisserai pas partir. Elle continuera à travailler dur pour moi à partir de maintenant. Sur ces mots, il rapproche la femme par l'épaule. Incapable de regarder plus loin, j'ai rapidement quitté les lieux, le cœur brisé et trahi par le mari en qui j'avais confiance. En essuyant mes larmes à plusieurs reprises, je me suis dit, plus de larmes. Je dois être forte. Rassemblant mon courage, j'ai décidé de planifier et d'exécuter quelque chose malgré mon cœur défaillant. Une semaine plus tard, dans la soirée, je me suis rendue à l'hôtel et je me suis assise dans le hall, attendant une certaine personne. Environ 1 heure plus tard, un homme vêtu d'un costume de marque et d'une montre de luxe est arrivé et s'est arrêté à la réception. Le moment était enfin venu. Après avoir respiré profondément et m'être donné une claque sur la joue pour me ressaisir, je me suis dirigée vers lui. L'homme, qui dégageait une forte odeur d'eau de Cologne, a visiblement sursauté et reculé d'un pas en voyant mon visage. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, Jason. Alors que je m'approchais de mon mari, il fit claquer sa langue et me lança un regard noir. Pour qui te prends-tu, pour ignorer mes paroles et revenir à la maison comme ça, 2 mois après notre rencontre? Ce sont les premiers mots qu'il m'a adressés et ma colère a atteint son paroxysme. Comment oses-tu dire cela? Mon cri a résonné dans le hall de l'hôtel, attirant l'attention du personnel et des clients. Parmi eux, le plus surpris fut mon mari lui-même. Il avait l'air troublé. Allons d'abord parler dans la chambre. Il m'a pris le bras et a commencé à marcher. Je l'ai regardé fixement dans le dos en silence. En entrant dans la pièce, mon mari a jeté son sac et a enlevé sa veste, la poussant vers moi. Il m'a fait signe du menton de la suspendre. Pour qui se prend-il, à jouer les gros bras dans un moment pareil? Il ne comprend rien. Rempli de colère, je lui ai renvoyé la veste d'un air de défi, le prenant au dépourvu avec mon attitude rebelle sans précédent. Je suis revenu à la maison pour voir la vérité de mes propres yeux. De quoi parlez-vous? Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le garant de votre ami. Donnez-moi son nom, ses coordonnées et son lieu de travail. Je lui dirai de rembourser l'argent rapidement. J'ai fait face à mon mari avec un regard perçant. Mais il avait l'air déconcerté, comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. C'était incroyablement douloureux pour moi, mais cela semblait être quelque chose qu'il pouvait facilement oublier. Cette constatation me remplit d'une frustration insupportable. Comme s'il se souvenait de quelque chose, il releva la tête et desserra à contre-serrure sa cravate. Laissant échapper un profond soupir, il s'est résigné. Le fait d'être le garant de mon ami, c'était un mensonge. Il avoue. À ma grande surprise, la dette de $20 000 s'est avérée être due aux dépenses inconsidérées de mon mari. Contrairement à vous, j'ai des dépenses pour entretenir des relations sociales. Arrêtez de déterrer le passé. Il m'a crié dessus avec défi, rejetant la responsabilité sur moi. Ses propos sur le passé ont finalement eu raison de ma patience. Si tu as pu rembourser cette dette, c'est uniquement grâce à l'argent que j'ai économisé. J'ai frappé avec force la table voisine et je l'ai confronté. Tu as utilisé mon argent sans permission. Tu ne m'as jamais remboursé. Et maintenant, tu dis que c'est du passé? Ne t'avise pas d'agir avec autant d'arrogance. Accablé par mon emportement, mon mari a reculé en titubant. Je respire profondément pour me calmer. Alors, parlons de la dette de $50 000 que tu as accumulée pendant mon absence. À ces mots, mon mari pâlit. Je me suis assise sur une chaise voisine et lui ai fait signe en silence de s'asseoir en face de moi. Il s'est rendu compte que mon attitude était différente de d'habitude. Il s'est assis nerveusement et a feint l'ignorance. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu croyais que je n'étais rentrée en Amérique qu'aujourd'hui? Quoi?
Ce n'est pas le cas? Je suis de retour depuis un certain temps. J'ai découvert que vous utilisiez cet hôtel comme base en suivant vos déplacements par GPS. Je l'ai regardé froidement et il a baissé la tête, la sueur perlant sur son front. J'ai eu l'occasion d'enquêter sur vos activités jusqu'à aujourd'hui. Profitant de mon absence pour cause de voyage d'affaires à l'étranger, mon mari fréquentait les clubs et faisait des fêtes extravagantes avec des femmes. En outre, il s'est offert des articles de marque coûteux en édition limitée et a joué de l'argent au hasard. En conséquence, en seulement 1 mois et demi, il avait accumulé une dette stupéfiante de $50 000. Pour couvrir cette dette, il a vendu notre maison sans mon consentement. Cette maison, avec son emplacement privilégié et ses pièces méticuleusement conçues, était une propriété très recherchée. Même moi, profane, je savais qu'elle se vendrait rapidement. L'évaluation de la maison a dépassé les attentes de mon mari, ce qui l'a incité à décider d'une vente immédiate. Cependant, lorsqu'il a reçu ma notification de retour, il a paniqué et a menti pour l'en empêcher. Notre maison a été vandalisée et n'est plus sur. Comment comptiez-vous m'expliquer la vente de la maison? Je pensais pouvoir te convaincre qu'une maison cambriolée portait malheur et que nous devions déménager. Sa ruse m'a laissé sans voix et j'ai poussé un profond soupir. Tu pensais vraiment pouvoir vendre la maison sans me consulter? Voyant son visage pâle, j'ai fait claquer sur la table une série de documents qui se trouvaient dans mon sac. Il s'est empressé de les saisir. En les lisant, il est tombé de sa chaise. Comment cela s'est-il produit? Les documents annulaient le contrat de vente de maison qu'il avait signé. Il était visiblement ébranlé et se tenait la tête, incrédule. Dommage que votre plan n'ait pas fonctionné. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais je l'ai ignoré et j'ai remis les documents dans mon sac. Le coût de la construction de notre maison a été couvert par l'argent que j'avais économisé avec diligence depuis que j'étais célibataire. La maison était donc à mon nom. Pour que quelqu'un d'autre que le détenteur du titre de propriété puisse vendre la maison, mon consentement était nécessaire. Or, mon mari avait forgé une procuration sans mon consentement. Naturellement, un tel contrat n'était pas valable. J'en ai donc informé la société immobilière et j'ai pris les mesures nécessaires pour annuler la vente. La falsification d'une procuration est un délit grave. En entendant cela, mon mari s'est mis à trembler. Et il y a un autre crime dont vous êtes coupable. Mon mari avait détourné de l'argent de son entreprise. Chaque fois que sa fraude était sur le point d'être découverte, il rejetait la responsabilité sur ses subordonnés. L'un de ses subordonnés, qui avait commencé à se méfier d'être constamment blâmé pour des choses qu'il n'avait pas faites, avait trouvé des preuves des malversations de mon mari. Comment cela s'est-il produit? Comment cela s'est-il produit? Votre subordonné Harrison est un ancien camarade de classe. Il est un peu maladroit, mais très sérieux et responsable. En enquêtant sur les activités de mon mari, j'ai par hasard repris contact avec Harrison. Après avoir pris connaissance de nos situations respectives, nous avons décidé de travailler ensemble. Mon mari a eu l'air choqué, mais il s'est rapidement moqué de moi et m'a défié. Je suis bien vu dans l'entreprise. Je ne sais pas ce que Harrison a trouvé, mais personne ne croira un homme qui est constamment critiqué. Lorsque j'ai entendu ces mots, un profond sentiment de dégoût est monté en moi. Je n'arrivais pas à croire qu'il rejetait la responsabilité sur un subordonné qui travaillait dur, sans éprouver le moindre remords pour sa propre inconduite. Mon mari était toujours assis par terre et m'a regardé en ricanant. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais ce n'est pas Harrison qui te dénoncera à l'entreprise. C'est moi. J'ai les preuves de ta mauvaise conduite de la part de Harrison, et si je leur parle de toutes les dettes que tu as accumulées, ce sera assez convaincant, n'est-ce pas? J'avais déjà contacté son entreprise, et une réunion avec son supérieur direct était prévue. Les responsables de la comptabilité et des ressources humaines seront également présents. Même si mon mari essayait de s'en sortir, il n'y aurait pas d'échappatoire une fois que l'entreprise aurait entamé une enquête approfondie. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Nous sommes mariés, tu ne peux pas me faire ça. Juste cette fois. Laisse tomber, s'il te plaît. Son attitude arrogante avait disparu.
Il pleurait maintenant et s'accrochait à moi. Ce changement soudain n'a fait qu'attiser ma colère. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai sorti un autre papier de mon sac et l'ai claqué sur la table. Un papier de divorce, attendez. Si vous partez, qui sera prêt à payer mes dettes? Tu devrais rembourser tes propres dettes. C'est tout à fait naturel. Alors que je le réprimande pour sa bêtise, il baisse la tête en silence. Puisque le contrat de vente de la maison est nul, tu dois rendre la compte immédiatement. Ai-je exigé? À ce moment-là, mon mari est devenu tout pâle et s'est serré la tête. Mais la majeure partie de la compte a déjà disparu. Comment vais-je pouvoir tout rembourser? A-t-il balbutié. Je savais que mon mari dépenserait tout l'argent qu'il avait sous la main. Mais ce n'était plus mon problème. Je ne suis pas votre vache à lait. Signe ça tout de suite. J'ai insisté, le poussant à signer les papiers du divorce. À contre-séure, il l'a fait, et je les ai rapidement rangés dans mon sac. Notre mariage, qui avait été à la fois long et court, était enfin terminé. Étonnamment, j'ai ressenti un immense soulagement. Vous devez également vous préparer à une enquête de police concernant la fausse procuration. Au revoir. Nous ne nous reverrons plus jamais. Sans plus le regarder, je suis sortie de la chambre d'hôtel. Un an plus tard, j'ai appris que mon mari avait remboursé les fonds détournés, mais qu'il avait été licencié, évitant ainsi des poursuites pénales. Il avait apparemment supplié ses parents de l'aider, et sa réputation est passée de celle d'un fils fier à celle d'un déshonneur. Bien qu'il n'ait pas été poursuivi pour la fausse procuration, il a perdu son emploi et sa maison, et s'est retrouvé sans rien d'autre qu'une dette importante. Aujourd'hui, il vit dans une peur constante, fuyant ses créanciers. Quant à moi, j'ai rénové la maison que j'aimais et j'ai invité mes parents à vivre avec moi. Aujourd'hui, nous partageons tous les trois un foyer heureux. Avec un autre grand projet à l'horizon, je voyagerai bientôt à nouveau à l'étranger pour mon travail. Et la vie est épanouissante et je chéris chaque moment passé dans ma maison bien-aimée avec les personnes qui comptent le plus. Je suis Karen, une femme célibataire qui travaille dans une entreprise chimique à la campagne. Lorsque les gens entendent parler de chimie, ils sont souvent surpris que je sois une femme. Pourtant, je suis douée pour la chimie depuis mon plus jeune âge et j'ai même obtenu une licence de matières dangereuses au lycée. J'aime mon travail actuel et je continue à l'apprécier. Je suis née et j'ai grandi dans cette petite ville rurale. Dans le passé, le seul endroit où l'on pouvait aller était la confiserie, mais il y a eu récemment de nombreux changements, comme la construction d'un nouvel aéroport et d'un grand immeuble d'habitation en face de la gare. Je ne sais pas si c'est spécifique aux zones rurales ou propre à cette ville, mais depuis longtemps, il y a beaucoup de jeunes délinquants qui ressemblent à des gangs de motards. Aujourd'hui encore, on entend parfois le bruit des voitures de police qui les poursuivent tard dans la nuit. Bien qu'on les appelle des jeunes, il semble que ces derniers temps, il y ait beaucoup d'étudiants parmi eux. Une fois, je suis sortie boire un verre avec des collègues et je me suis retrouvée à marcher seule dans les rues vers 2 heures du matin. Oui, par exemple, le bruit de dizaines de motos. Au bout d'un moment, un groupe de motos s'est arrêté devant nous et s'est mis à faire quelque chose de dangereux. Comme j'ai toujours eu un sens aigu de la justice, je suis intervenue instinctivement. Du coup, je suis devenue la cible, avec ma famille, d'un jeune homme qui m'en voulait, et la situation a pris une tournure inattendue. Les hommes du groupe de motards discutent avec un homme qui se tient à une station de taxi à quelques dizaines de mètres devant moi. Il est clair qu'ils ne demandent pas leur chemin, et en voyant la peur sur le visage de l'homme, je n'ai pas pu rester plus longtemps sans rien faire. Je remets mon téléphone dans ma poche et m'approche du groupe de motards. Qu'est-ce que vous faites? Au son de ma voix, les hommes se sont tous retournés en même temps. Ils semblaient être des adultes, certainement âgés de plus de 18 ans. Et j'ai rapidement compris qu'il s'agissait probablement d'étudiants universitaires âgés d'une vingtaine d'années, regroupés en équipe. Et la distraction momentanée causée par mon appel a permis à l'homme de s'enfuir. Puis, l'un d'eux m'a fixé du regard comme s'il avait perdu sa proie. Il s'agissait probablement du chef de file. Il me scruta de la tête aux pieds, comme s'il me jaugeait. Toi, femme, ne mets pas ton nez là-dedans, a-t-il craché.
Les autres hommes autour de lui souriaient et gloussaient. Pendant un instant, je me suis senti en danger, mais soudain, les sirènes d'une voiture de police ont retenti. Je ne suis pas si bête, me suis-je dit. Dès que j'ai compris que l'homme se faisait extorquer de l'argent, j'ai immédiatement appelé la police et je suis resté en communication. Après un bref interrogatoire, j'ai été relâché. J'aurais probablement dû attendre l'arrivée de la police, mais l'homme s'était fait arracher son sac et était fouillé de fond en comble, je ne pouvais donc pas le laisser seul. Bien sûr, la police m'a assuré qu'elle retrouverait le sac et contacterait le propriétaire, ce qui était un soulagement. Le groupe de motards, en particulier le chef, m'a regardé avec une expression de ressentiment. J'espérais que cet incident les amènerait à reconsidérer leurs actions et à s'arrêter. Un certain temps s'était écoulé et je dormais chez mes parents lorsque je me suis réveillé en entendant un grand bruit. C'était le bruit de quelque chose qui se cassait et les rires de plusieurs hommes. J'y suis rapidement sorti, comme je m'y attendais, j'ai vu environ 4 jeunes hommes s'enfuir en riant aux éclats. Ils avaient cassé la vitre de la salle de bain. Notre maison familiale est assez ancienne, peut-être en raison de son vieillissement, la fenêtre a été facilement brisée. Heureusement, comme cela s'est produit tard dans la nuit, personne n'a été blessé et mes parents dormaient en toute sécurité dans leur chambre. Loin de la salle de bain. Je me suis senti soulagé, mais en même temps, les souvenirs du groupe de motards de tout à l'heure me sont revenus à l'esprit. Jusqu'à présent, nous n'avions jamais été victimes d'un tel harcèlement et mes parents ne sont pas du genre à provoquer la rancune de qui que ce soit. Il semble donc que les agresseurs m'aient ciblé spécifiquement. S'ils m'avaient visé personnellement, ce serait une autre histoire, mais mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Alors que je me sentais frustré, j'ai décidé d'appeler la police pour qu'elle vienne inspecter les lieux. Le lendemain, un entrepreneur est venu et a réussi à réparer les dégâts, mais les coûts de réparation étaient assez élevés, ce qui m'a fait soupirer. Et puis, la nuit suivante, j'avais prévu qu'il reviendrait, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. Cette fois, au lieu de pénétrer dans la maison, ils ont essayé d'entrer dans les champs derrière la maison de mes parents. Je pouvais voir les champs directement depuis ma chambre, et j'ai donc repéré les hommes. Les salauds! J'ai murmuré pour moi-même et je me suis dirigé vers les champs. En chemin. Oh, merde! Les voix effrayées des hommes résonnaient. En arrivant au champ, j'ai trouvé un homme allongé sur le sol qui se tortillait, tandis que ses compagnons avaient l'air ahuris et ne savaient pas quoi faire. Il a été électrocuté. Vous allez bien? En le voyant s'effondrer, je me suis inquiété et j'ai crié fort. Oh, merde! Les autres hommes ont abandonné leur ami électrocuté et se sont enfuis, paniqués. L'homme allongé sur le sol s'est évanoui. Il avait les yeux révulsés. De toute évidence, c'était le résultat de sa tentative d'intrusion dans le champ. Je n'ai donc eu d'autre choix que d'attendre l'arrivée de la police. Lorsque la police et l'ambulance sont arrivés, l'homme a été emmené à l'hôpital pour y être soigné. Alors que nous étions interrogés tard dans la nuit. Nous avons reçu un rapport d'un autre officier qui avait accompagné l'homme à l'hôpital, disant qu'il avait repris conscience. Selon l'officier, l'homme était rancunier parce que j'avais déjà appelé la police contre lui, ce qui lui avait valu d'être placé en garde à vue et suspendu de l'université pendant 2 semaines. L'homme lui-même avait un permis moto, mais certains de ses compagnons n'en avaient pas, et d'autres conduisaient sous l'influence de l'alcool. En raison de ces problèmes, il a été suspendu. Pendant sa suspension, il a enquêté sur moi et m'a même suivi sur le chemin du retour du travail. Et elle m'a avoué qu'après avoir découvert que mes parents cultivaient des fruits haut de gamme dans leur champ, il avait brisé la vitre et tenté de voler les fruits pour me donner une leçon. J'ai soupiré d'incrédulité devant cette raison absurde, mais je ne m'attendais pas à être suivi sur le chemin du retour du travail. La station la plus proche n'accueille que quelques personnes le soir, et il n'y a qu'une seule entrée. Donc, s'il s'embusquait et surveillait les gens qui sortaient, il pouvait immédiatement me trouver. Je ne pouvais pas croire qu'il irait aussi loin par dépit, après avoir subi les conséquences de ses propres actes répréhensibles. Cependant, quelques jours après l'incident, l'homme s'est présenté chez moi, accompagné de ses parents. Je m'attendais à ce qu'il s'excuse d'avoir brisé la vitre et d'être entré par effraction, mais au lieu de cela,
il m'a fait une demande choquante. Sans aucun avertissement, on a sonné à la porte de ma maison. Lorsque j'ai répondu, j'ai vu le chef de file de l'incident debout avec ses parents, l'air féroce. Confus de ce qui se passait, les parents ont dit, « Vous avez électrocuté notre fils. C'est une insulte. Nous demandons un dédommagement. » Ils ont fait du bruit. Attendez, vous ne savez rien de ce qui s'est passé? En disant cela, les parents ont brièvement affiché une expression perplexe. Cependant, ils m'ont immédiatement blâmé et la situation est revenue à ce qu'elle était. Prenant du recul, j'ai regardé l'homme. Il a ri par le nez et m'a regardé d'un air narquois en tirant la langue. Apparemment, lorsque ses parents l'ont interrogé au sujet de la suspension et de la prise de contact avec la police, j'ai été traité de voleur et poussé vers une clôture électrique alors que je voulais simplement acheter des fruits. Avant cela, je roulais simplement avec des amis, mais on nous a traités de gang de motards et on nous a dénoncés à la police. Il a expliqué cela de manière absurde. Et si j'étais son parent, je comprendrais qu'il est étrange d'être suspendu pendant 2 semaines parce qu'on a été dénoncé par erreur. Cependant, ses parents, qui favorisent clairement leur fils, semblent croire aveuglément à son histoire. Ils ont déjà engagé un avocat et demandent un dédommagement absurde de 30 000 $. Ce chiffre ne repose sur aucune base rationnelle, et l'on peut même se demander s'ils ont réellement engagé un avocat. Alors que je fronçais les sourcils et jetais un regard noir à la mère et au fils, la mère m'a giflé sans crier gare. Si vous ne payez pas, nous vous poursuivrons en justice. Pour votre gouverne, mon grand-père est un politicien réputé, et les gens comme vous qui viennent de la campagne peuvent être traités en un clin d'œil. Elle sourit fièrement. Ma famille et moi devrions être les victimes dans cette affaire. Pourquoi sommes-nous soumis à un tel traitement? Il y a un dicton, tel père, tel fils, qui décrit parfaitement ce parent et cet enfant. Peut-être que les parents n'avaient pas de bon sens et que l'enfant est devenu comme eux. Portons un coup dur à cette famille qui se vante grossièrement en profitant du pouvoir de son grand-père politicien. Eh bien, préparez-vous. Je ne me retiendrai plus. En frottant ma joue giflée, j'ai dit, « Waouh, c'est bien gonflé, n'est-ce pas? N'est-ce pas une agression ?» Je ne faisais que rendre à mon fils la douleur qu'il avait reçue, c'est tout. Et la mère a répliqué avec colère, le visage devenu rouge. Je ne vois pas en quoi il est juste que je subisse les conséquences des actes de votre fils, alors qu'il s'est fait surprendre par cette clôture. Pour votre gouverne, c'est la faute de votre fils s'il s'est fait prendre sur cette clôture, et il essayait de s'introduire dans les champs pour voler des fruits. Alors pourquoi devrais-je être le seul à être blâmé? C'est ce que j'ai dit. Mais les parents ont continué à croire leur fils. La mère, en particulier, refusait d'écouter ce que je disais. Je les ai donc invités à entrer dans la maison pour leur montrer quelque chose. Ce que j'avais à leur montrer, c'était des images de l'époque de l'incident. La raison pour laquelle je disposais de ces images est que la maison de mes parents est équipée de nombreuses caméras de sécurité. Mes parents cultivent des fruits de haute qualité pour gagner leur vie. Nos champs ont été vandalisés par des voleurs dans le passé, c'est pourquoi nous avons installé des caméras de sécurité autour de la maison et dans les champs, ainsi que des clôtures électriques. Je leur ai expliqué en leur montrant les images du jour où ces hommes ont tenté de pénétrer dans nos champs. En voyant les images, même les parents n'ont pas pu nier la vérité et se sont figés. Les expressions de l'homme sont devenues de plus en plus sévères. Je les ai ignorés et je leur ai montré les images qui datent de quelques jours avant ce jour. Ces images datent de l'époque où une fenêtre de notre salle de bain a été brisée. C'est juste quelques jours avant que votre fils ne soit électrocuté, n'est-ce pas? Regardez, le visage de votre fils apparaît clairement sur la vidéo. Nous avions l'intention de réclamer les frais de réparation pour cet incident aussi, alors je suis content que vous nous ayez rendu visite ici. J'ai dit cela d'un ton sarcastique et j'ai gloussé. Et ses parents ont commencé à trembler. Je pensais qu'ils allaient enfin se rendre compte de la faute de leur fils et le gronder, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Transporter un courant aussi fort qui peut faire perdre connaissance est une tentative de meurtre. Puis le fils, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Oui, j'ai eu très mal. Si on ne m'avait pas emmené à l'hôpital, j'aurais pu mourir sur place.
a-t-il dit de manière dramatique. En voyant cela, ses parents l'ont serré fort dans leurs bras. Mère du chef, tu as dû avoir peur. Ils l'ont réconforté avec ces mots. Je réfléchissais au sketch ridicule auquel j'assistais. Cette clôture ne sert qu'à éloigner les animaux. Même si elle transporte du courant, celui-ci ne fait que grésiller un peu fort et n'est pas assez puissant pour provoquer l'évanouissement d'un être humain. Alors que j'expliquais calmement cela, ils se sont figés. En fait, le médecin qui l'a examiné a dit qu'il s'était probablement évanoui à cause du choc de l'électricité, ce qui a fait croire à son cerveau qu'il avait reçu une décharge électrique à haute tension. Après avoir été transporté à l'hôpital, il n'a pas eu besoin de traitement particulier et s'est réveillé tout seul. Nous disposons de la déclaration de l'interrogatoire de la police, de l'examen médical et du témoignage de l'entrepreneur qui a installé la clôture. On a vérifié la quantité de courant qui la traverse. Il a été établi qu'il n'y avait aucun dommage pour le corps humain et qu'aucune faute n'avait été commise de notre côté. En entendant cela, ils se sont tus, semblant n'avoir plus de mots pour répondre. Pourtant, la mère persiste. Vous êtes immature face à un étudiant universitaire. C'est pire de dénoncer juste parce qu'il faisait du vélo. Elle a continué à trouver des excuses et à résister. En ce qui concerne l'incident du vélo, je leur ai parlé des nuisances sonores, de la présence de conducteurs sans permis et ivres parmi ses amis. Sa délinquance est de votre faute à vous, parents, qui l'encouragez, n'est-ce pas? En disant cela, ils sont devenus complètement silencieux, ne prononçant plus un seul mot par la suite. Ensuite, je leur ai dit que je les avais contactés par l'intermédiaire d'un avocat pour leur demander un dédommagement pour avoir cassé une vitre, et je les ai laissés rentrer chez eux. Je pensais que tout était réglé, mais l'homme a peut-être atteint son point de rupture et a pris des mesures radicales. Quelques jours après leur visite, un incident s'est produit. Ce jour-là, je prenais un jour de congé compensatoire en semaine et je me détendais à la maison. Soudain, il y a eu de l'agitation à l'extérieur. J'ai entendu mes parents crier de panique et une voix d'homme en colère qui me semblait familière. Je me suis dirigé vers le champ, avec un mauvais pressentiment, et j'ai vu cet homme rire aux éclats tout en répandant un liquide dans le champ. Le champ était en plein chaos et tous les fruits qui étaient sur le point d'être récoltés étaient abîmés. Mes parents, qui étaient sur le point de commencer à travailler, avait trouvé l'homme en train de détruire le champ en plein jour, et il lui demandait d'arrêter. Même à distance, j'ai été choqué par cette scène dévastatrice. Je ne pouvais pas dire quel liquide l'homme répandait, et une peur inconnue m'a saisi. Et si c'était de l'essence, cela pouvait conduire à un désastre inévitable, et il y avait même un risque que le feu se propage aux maisons voisines. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je crié, et l'homme s'est retourné et m'a dit avec un sourire effrayant. Je vais tout brûler. Si le champ est brûlé, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas? Puis il a sorti un briquet. Mes parents ont poussé des cris qui ressemblaient presque à des hurlements, mais j'ai remarqué quelque chose en sentant le liquide. Sans cette odeur distinctive? La probabilité que ce soit de l'essence ou du kérosène était faible. J'ai regardé le bidon jeté qui contenait probablement le liquide. Et puis, j'ai réalisé que si tu voulais tout brûler, pourquoi ne pas le faire? Ma déclaration scandaleuse a également choqué mes parents. Cependant, voyant que je restais calme et compte tenu de ma profession, ils n'ont rien déhité. Et elle sembla considérer mes paroles comme un dernier acte de résistance et tenta de l'enflammer, mais il ne prit pas feu. Incapable de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné, l'homme avait l'air perplexe. Alors, moi qui travaille dans une entreprise de produits chimiques, je lui ai expliqué. Je parie que vous avez acheté l'huile au supermarché, n'est-ce pas? L'huile végétale a un point d'éclair d'environ 250 degrés Celsius, elle n'est donc pas facile à enflammer. En entendant cela, l'homme est devenu encore plus perplexe. À ce moment-là, la police, probablement déjà appelée par mes parents, est arrivée et a rapidement appréhendé l'homme. Il avait résisté violemment, ce qui avait entraîné son arrestation pour entrave à l'exercice de fonctions officielles. L'homme m'a alors demandé, « Comment saviez-vous que ça ne brûlerait pas ?» J'ai répondu que c'était parce que c'était mon métier. La plupart des gens penseraient qu'il prendrait feu, mais pas moi. Sur ce,
il a pris un air frustré alors qu'on l'emmenait au poste de police. L'homme a ensuite été inculpé de dommages matériels. En raison de la gravité de l'incident et du fait qu'il s'agissait d'une récidive malgré les avertissements précédents, il a été condamné à une peine avec sursis et a également été exclu de son université. En outre, s'il s'agit simplement d'indemniser une vitre cassée, cela ne coûtera pas grand-chose. En revanche, s'il s'agit d'endommager notre terrain, c'est une autre histoire. Les frais de remise en état du champ et de dédommagement pour les fruits abîmés ont été inclus. En outre, la couverture des dommages causés par l'impossibilité de livrer les magasins avec lesquels nous avions conclu des contrats a été additionnée. Le total des coûts dépasse de loin le montant arbitraire de $30 000 que les parents de l'homme m'ont proposé. Lorsque mon avocat leur a montré les documents juridiques détaillant les dommages et intérêts, ses parents ont été choqués et pris au dépourvu. Après avoir été renvoyé de l'université et être rentré chez lui, l'homme a apparemment travaillé sans relâche jour et nuit pour rembourser les dommages couverts par ses parents. Par ailleurs, son grand-père politicien a décidé de rompre les liens avec cette famille en pensant à sa propre dignité. Leur relation était probablement superficielle. Quant à moi, j'ai vécu avec soulagement et j'ai profité de la paix que j'ai enfin retrouvée. Depuis, j'ai remarqué que les gangs de motards se font plus rares, ce qui rend la vie plus paisible. Je n'avais pas de passe-temps et mon seul plaisir était de sortir boire. Lors d'une soirée organisée par mes amis, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. Je n'ai aucune connaissance en matière de culture fruitière, mais il s'avère que sa famille exploite une ferme. Étant le 2e fils et n'ayant pas l'intention d'hériter de la ferme familiale, il a accepté de vivre avec ma famille. Mes parents sont ravis d'avoir un gendre qui leur succède. Maintenant que le champ a été remis en état, j'aimerais soutenir l'entreprise familiale à partir de maintenant.